Bonjour à tous. Alors, on attend un tout petit peu qu'il y ait du monde qui se connecte. Voilà, aujourd'hui, nous sommes en présence de Morad El Hattab. Nous allons aborder le sujet des réseaux pédocriminels en France. Voilà, comme ceux qui ont peut-être déjà suivi nos précédentes interviews et la couverture des manifestations sur les réseaux pédocriminels que nous avons faites il y a quelques semaines, quelques mois. Voilà, c'est un sujet assez dense. Nous allons le poursuivre aujourd'hui avec Morad El Hattab. Nous avions déjà eu l'occasion de l'interviewer longuement dans une précédente interview que vous pourrez retrouver dans la description. Nous avons mis le lien. Voilà, il y a un peu de monde qui s'est connecté, donc nous allons commencer. Donc bonjour Morad El Hattab. Bonjour. Merci de nous recevoir une nouvelle fois aujourd'hui pour le magazine Nexus. Alors pour récapituler un petit peu votre histoire et votre combat. Alors depuis 2016, vous vous battez pour récupérer vos enfants que vous n'avez vus qu'à peine 7 heures en 4 ans. Vos enfants sont prisonniers d'un réseau pédocriminel selon vous et vos nombreuses tentatives judiciaires pour enquêter sur ce réseau se sont soldées par des déblocages et des manquements assez graves de l'administration policière et judiciaire. Nous avions déjà eu l'occasion de les documenter dans la précédente interview. Vous pourrez retrouver tout ça. Malgré toutes ces preuves accablantes, voilà, donc ces blocages continuent encore aujourd'hui. Donc nous renvoyons les auditeurs à ces interviews. Vous les retrouverez dans le lien dans la description de cette vidéo. Vous aviez envoyé fin septembre 2 courriers, l'un à Brigitte Macron et l'autre à Gérald Darmanin. Et nous sommes aujourd'hui le 27 décembre. Première question, avez-vous reçu une réponse et où en est votre affaire ? Alors, si vous me permettez, avant toute chose, je tiens à saluer vos auditeurs et vos auditrices. Et puis, comme le veut la coutume, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Parce que c'est important. Même si les sujets sont graves, il faut nourrir l'espoir. Parce qu'en tant que Français, c'est quand même important. Les temps sont durs. C'est pas qu'ils ne paraissent durs, ils sont durs. À tout niveau. Donc, il faut que les gens, même sur un sujet aussi grave, comprennent qu'on peut gagner et on va gagner. Quant à mon affaire, comme vous l'avez cité, je tiens à dire une chose, effectivement, Gérald Moussa Darmanin ne m'a pas répondu, donc je dois estimer qu'à ce jour, il cautionne les graves manquements déontologiques commis par des policiers. Je dis bien des policiers, je citerai leur nom dans le cadre de l'interview. Alors juste, je vous coupe 30 secondes. Apparemment, le son n'est pas assez fort. Donc, si vous pouvez parler un tout petit peu plus fort, Donc, je vais me rapprocher pour que non, vous mais puissiez... c'est très bien, c'est les aléas du direct. Les aléas du direct. Donc, comme je disais, Gérald Moussa Darmanin a refusé de me répondre. Donc, il a explicitement et volontairement refusé de me répondre. C'est quand même très grave de la part d'un ministre de l'Intérieur, lorsqu'il s'agit en plus de corruption de mineurs, et qu'il a connaissance de graves manquements déontologiques de policiers dans cette affaire, dont certains sont rattachés à la sûreté de l'État. Je dis bien des policiers pédocriminels rattachés à la sûreté de l'État, qui au lieu de faire la chasse aux terroristes, se complaisent à violer des enfants. Donc manifestement, si ça n'intéresse pas, c'est pas mon problème. De toute façon, Gérald Moussa Darmanin, si j'avais à vous rencontrer publiquement, j'aurais plutôt à vous demander de présenter vos excuses à cette jeune femme, parce qu'il y en a d'autres, j'en sais rien, qui, en l'échange d'un logement social, vous lui avez demandé des faveurs sexuelles. Je vais me permettre de vous couper, monsieur El Hattab. On va résoudre le problème de son. Apparemment, voilà, je vous présente mes excuses. On avait mis le son du téléphone pour que vous puissiez avoir voilà, un son assez correct. Mais apparemment, les gens n'entendent pas très très bien. Alors, Très bien, pas du tout. Apparemment, pas très très bien. Donc je vais juste me permettre, excusez-moi, de mettre le kit main libre. Comme ça, on va régler le souci. Hop. Voilà. Donc normalement, le son va être meilleur ici. Voilà. Et je vais rapprocher tout de suite le micro
C'est vraiment... C'est du live. Bon, alors est-ce qu'on vous m'entendez mieux déjà? Normalement, c'est bon. Est-ce que vous confirmez que c'est mieux? C'est bon. Bon, parfait. Bah, bravo à nos éditeurs, hein, comme quoi c'est pas un problème ORL, c'était vraiment un problème du micro. Donc je récapitule. On va reprendre les 2 dernières minutes. Donc, comme je l'ai énoncé, Gérald Moussa Darmanin, non seulement il ne s'intéresse pas manifestement à la question de la corruption de mineurs, et surtout quand des policiers, je dis bien des policiers, pas l'ensemble du corps de la police nationale, parce que j'ai beaucoup d'amis qui en font partie, ils font un travail exemplaire et très courageux. Donc je ne serai pas là à les dénigrer et à dénigrer l'ensemble de cette institution. Loin de là, je parle de cas particuliers dont je citerai les noms. Et s'ils ne sont pas contents, ils portent plainte pour diffamation, puisque moi j'ai porté plainte contre eux pour faux en écriture, ce qui est un crime, altération de la vérité et complicité de corruption de mineurs. Donc je les attends de pied ferme. Et comme vous avez déjà constaté, ils se gardent bien de porter plainte contre moi. À mon sens, ils font honte à l'uniforme qu'ils portent. Et j'irai jusqu'au bout des démarches pour que bientôt ils ne le portent plus, parce que la police n'a pas besoin d'être entachée par ces corrompus. Donc Gérald Moussa Darmanin, lui, il y a eu 2 lettres, une le 25 septembre 2020, dont il a accusé réception, c'est très important de le préciser, lettre recommandée dont il a accusé réception. Il y a eu des complicités de fait de fonctionnaires de police, donc il y avait une demande urgente de rendez-vous, puis il y a eu aussi une autre lettre qui a suivi quelques jours après pour une demande de protection. Puisqu'on avait à plusieurs reprises tenté d'intenter à ma vie et à mon lieu de domicile. Bon, donc moi je n'ai absolument pas peur de ces quelques parasites notoires, d'autant plus qu'ils ont été employés par des agents de la DGSI. Encore une fois, je parle de quelques agents de la DGSI, je crois qu'ils sont 3 ou 4, qui ont usé de méthodes crapuleuses pour essayer de me faire taire. Ils n'ont pas compris que je défendrais jusqu'au bout tous les enfants de France. Quelles étaient ces méthodes? Tentative d'effraction, 3. Tentative d'intimidation physique. 2 fois, je me suis battu avec des inconnus, dont une fois, j'ai filmé la scène. Bizarrement, un vice-procureur qui était en charge de l'enquête s'est arrangé pour classer sans suite. C'est comme assez étonnant, parce que là, je ne l'ai pas inventé, l'agression, d'autant plus que j'ai filmé le visage de la personne. Et puis la deuxième fois, ce qui est assez inédit, c'est peut-être les lois du progressisme, une sorte de migrant qui parlait à peine français, qui m'attendait avec un couteau en bas de chez moi. Légitime défense oblige. J'ai dû me résoudre à me défendre physiquement. Voilà, ça a été... Et les suites judiciaires de cette affaire? Il classe sans suite. C'était toujours le même vice-procureur qui s'arrangeait pour classer sans suite. C'est quand même assez étonnant. Mais depuis qu'ils sont au courant que mon affaire est suivie sur le plan international par plusieurs organismes internationaux et aussi des services secrets étrangers, bizarrement, il n'y a plus de tentative d'effraction ni d'agression. Mais ce qui est quand même surtout étonnant, c'est que M. Gérald Moussa Darmanin, parce qu'il avait si joliment rappelé que son grand-père priait l'islam, à ma connaissance, on prie Dieu ou Allah ou Jéhovah ou Hachem. Mais non, Gérald Moussa Darmanin, il croit qu'on prie une religion, lui. Donc c'est pour vous dire le niveau intellectuel du personnage. Et en plus de ça, Gérald Moussa Darmanin, maintenant que vous avez refusé, en tant que ministre de l'Intérieur, non seulement de me répondre, mais de m'assurer une protection, de fait, vous violez notre Constitution, vous violez aussi l'article 40, qui vous oblige à donner au procureur de la République les noms des policiers que vous savez fortement incriminés dans cette affaire. Donc vous vous rendez, M. Gérald Darmanin, complice de corruption de mineurs. Mais bon, apparemment, c'est récurrent dans la maison, parce que M. Laurent Nunez a employé les mêmes procédés. Je rappelle que ce monsieur est en charge aujourd'hui de la coordination de l'antiterrorisme. Je peux vous dire qu'on n'est pas prêt d'être protégé. Mais ils ne répondent pas. Donc officiellement aujourd'hui, je suis en droit, peut-être le seul en France, à pouvoir créer un groupe de sécurité privée. Voilà. Donc c'est quand même, c'est pas une milice, c'est interdit, mais un groupe de sécurité privée. Donc ils ne répondent pas à votre demande de protection? Oui, parce que Gérald Moussa Darmanin, manifestement, là, dans son attitude, couvre des graves manquements déontologiques, mais surtout couvre un réseau.
Donc, si j'avais à le rencontrer publiquement, parce que maintenant j'attends plus rien de ce personnage, d'abord deux choses, qu'il arrête d'instrumentaliser l'islam de France comme il le fait, parce que je vais expliquer dans cette interview le lien entre les réseaux pédocriminels, les intégristes et les attentats, pour que les Français, une bonne fois pour toutes, se rendent compte que les musulmans patriotes de ce pays, qui sont l'immense majorité, 99% des musulmans de ce pays, sont des gens, mais croyez-moi, et puis vous les rencontrez au quotidien, viscéralement honnêtes, travailleurs, gentils, aimant la France. Et ce type-là en train de nous prendre en étau avec quelques responsables religieux qui représentent qu'eux-mêmes pour nous vendre une histoire de l'islamisme sur le territoire national. Je vais raconter, moi, les liens entre l'islamisme et le ministère de l'Intérieur, et vous allez comprendre, et les Français vont tomber des nues, comme quoi tout ça est coordonné au plus haut niveau, même dans le cadre des attentats. Justement, est-ce que vous pouvez tout de suite nous en dire un peu plus, parce que c'est vraiment un lien qui paraît assez troublant. Il y a des faux attentats, mais il y a des vraies victimes. En l'occurrence, comme je vous l'avais proposé hors antenne, d'ici 15 jours, avec vous, je ferai une émission spéciale Bataclan. Je réitère mes propos publiquement. Manuel Valls, qui est allé sur tous les plateaux télé pour parler de l'islamisme intégriste mais radical, je réitère mon défi. Si il a un tant soit peu de courage, qu'il vienne publiquement sur n'importe quelle chaîne télé, radio ou réseaux sociaux, débattre face à moi sur l'affaire du Bataclan. Je le dis publiquement, Manuel Valls, ainsi que d'autres personnes dans son gouvernement, ont du sang d'innocence sur les mains dans la mesure où ils étaient au courant que les attentats allaient avoir lieu et qu'ils ne les ont pas empêchés. Je répète, ils étaient au courant que les attentats allaient avoir lieu et ils ne l'ont pas empêché. Alors ça promet une interview assez édifiante que nous allons relayer dans les 15 jours. J'ai toutes les preuves et croyez-moi, il faut savoir que les services secrets égyptiens et les services secrets belges, qui mériteraient d'être entendus dans le cadre de cette affaire, nourrissent aujourd'hui, et pour cause, une certaine défiance à l'endroit de certaines personnes, je dis bien, de l'ancien gouvernement, dont certains restent dans l'équipe Macron. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron, il y a peut-être des noms qui n'apparaissent pas, mais au sein de la DGSI, à travers la section Al-Lat, qui est une section qui a été créée après les attentats du Bataclan, dont je demande la dissolution, section viscéralement anti-musulman, qui est là pour créer une guerre civile en interne, un choc des civilisations, où on voit depuis 2015 le viol organisé, instrumentalisé aussi d'enfants de parents musulmans. Ce n'est pas l'immense majorité, je reviendrai là-dessus. Moi, je ne mets pas de religion pour les enfants, je parle de parents. Où vous avez eu aussi, pour ce faire, alors je l'ai là, un des modèles de notre police nationale dans les Ardennes, un commandant de la DGSI mis en examen pour viol sur mineur. Il est rappelé, il lui est également reproché de posséder de nombreuses images pédopornographiques. Il a été mis en détention provisoire. Donc ce monsieur, patron de la DGSI dans les Ardennes, fait partie de tout un réseau pédocriminel. Il y a plus de 10 000 vidéos et photos pédopornographiques. Donc ce type-là, au lieu d'assurer la sûreté du territoire national et la garantie de la protection pour tout citoyen, et encore qui plus est pour des enfants, s'amusait avec ses potes, je dis bien avec ses potes, et on commence à connaître certaines personnes parce qu'il y a un gros travail qui est fait à l'étranger pour démanteler ce réseau pédocriminel. C'est pour ça que j'incrimine jamais les journalistes, vous remarquerez, parce qu'il y a des journalistes qui font leur boulot et qui dénoncent les choses. Après, on les empêche d'aller plus loin. Comme dans l'affaire de la petite Maëlys, en l'occurrence de l'assassinat de la petite Maëlys par monsieur Lelandais, qui est juste un rabatteur et un criminel aussi d'un réseau pédocriminel français. Et d'ailleurs, je rappelle toujours ce point important, dans l'affaire Lelandais, les éléments les plus importants qui ont été collectés par les gendarmes et qui se sont retrouvés dans le commissariat de Grenoble, bizarrement, ont été brûlés et incendiés dans le commissariat. Et on a prétexté que c'était un groupe anarchiste. Entendez ce que je vois. Alors les groupes anarchistes, ils rentrent dans les commissariats, les Français ne sont pas au courant, à n'importe quelle heure, ils brûlent des scellés. C'est normal, vous allez dans un commissariat, vous rentrez... ça paraît ahurissant. Ouais, mais c'est la réalité.
c'est la réalité. Et je tiens à dire, comme j'ai dit dans la précédente vidéo, toute mon amitié, ma solidarité à la famille de la petite Maëlys et de toutes les autres personnes victimes de viols, d'agressions sexuelles, de pédocriminalité et de meurtre. En l'occurrence, c'est un meurtre. Mais là où c'est très intéressant, c'est que actuellement, et c'est pour ça que je n'ai pas le temps de rencontrer beaucoup de gens, parfois on me reproche mais je travaille énormément sur des dossiers très lourds, des dossiers d'actualité. Il y a des gens qui font un travail remarquable et qui dénoncent aujourd'hui sur les réseaux sociaux le fait qu'en France, il y a eu autant de crimes, enfin de pédocriminalité, dans le sens où moi j'ai expliqué dans une première vidéo que c'était systémique. Dans tous les cas que j'avais rencontrés et sur lesquels j'avais travaillé avec des instances internationales, on constatait qu'en France, fait particulier, c'était tout le temps les mêmes schémas. Des parents plaignants, majoritairement des mamans. Moi, je suis passé par là, donc je suis parent plaignant. On ne peut pas m'attaquer pour ça, j'avance avec des preuves. Hein. Bon. Falsification d'enquête dans le commissariat, un vice-procureur qui s'amuse à classer sans suite, une juge d'affaires familiales, un juge des enfants qui se repose sur un expert psychiatre qui va faire un faux. Alors ça, justement, Michel Dubec, c'est vraiment assez ahurissant. Qu'est-ce qui s'est passé avec cet expert auprès du tribunal? Alors, dans mon affaire, Michel Dubec a été nommé par Géraldine Charles, hein, donc Géraldine, qui était juge d'affaires familiales, qui, je le dis publiquement, hein, extrêmement corrompue. Elle fait partie du commencement du drame que je vis et surtout que mes enfants vivent. Parce que cette magistrate corrompue était en lien déjà professionnel avec l'avocate de la partie adverse. Mais je reviendrai sur cette partie de l'avocate de la partie adverse. Je vais lui faire une séquence spéciale à cette avocate. Géraldine Charles dit qu'elle va nommer Dubec. Moi, comme j'étais, en 2007, j'étais le secrétaire national de l'association Parole de Femmes, donc j'avais rencontré des femmes victimes d'agressions sexuelles, de viols, tabassées et de toute classe sociale. Donc on avait édicté à l'époque, on avait rédigé avec Olivia Catan et Madame Lévy, que je salue aujourd'hui, qui mène un combat pour Olivia dans l'autisme qui est remarquable. On avait rédigé la charte contre les violences faites aux femmes, donc je vous parle de ça de 2007. D'accord ? Donc ça ne date pas d'aujourd'hui, ce combat. Et on l'a fait signer par tous les candidats à la présidentielle de 2007. D'accord. Et je tiens à vous le dire dans les yeux, tout le monde l'a signé. Nicolas Sarkozy, Ségolène Royal, Marine Le Pen, tous les candidats à l'élection présidentielle de 2007, sont bons, ils l'ont tous signé. On en est aujourd'hui au même niveau. Hein. Je tiens à rappeler que pour les mêmes faits aujourd'hui, il y a encore un fait divers récent, criminel, horrible. Mais ce qui est très intéressant, c'est que les gens ont rappelé que dans le cadre de cette dernière violence, la femme en question, dont le mari a tué 3 gendarmes, avait écrit à toutes les institutions, comme je l'ai fait moi-même, elle n'a jamais eu de réponse. Donc, pour en venir à notre sujet, parce que je voudrais qu'on revienne au sujet qui est très important, sur l'intégrisme et les réseaux pédos, parce que c'est vrai qu'on l'a évoqué. En ce moment, je travaille sur 2 gros dossiers qui sont extrêmement lourds, extrêmement graves, 3 dossiers, avec bien sûr des gens qui sont des gens très très haut placés, qui ne sont pas forcément en France, parce que malheureusement en France, c'est devenu, comme on le sait, pédoland. Voilà, c'est un secret pour personne. Les gens se rendent compte progressivement, les Français se rendent compte progressivement que nos enfants en France, et je vais le dire ouvertement face caméra, vous avez rappelé que Gérald Darmanin ne m'a pas répondu, mais surtout, Brigitte Macron ne m'a pas répondu. Alors, elle-même qui s'était investie de ce dossier, on l'avait vu à la une de Elle il y a quelques mois. On s'attendait à ce qu'elle réponde assez rapidement. D'autant plus que l'affaire était rendue publique et qu'elle le savait. Bon, elle le savait. Elle savait que des circonstances très très graves étaient liées à mon dossier, puisque manifestement, ce groupe de magistrates corrompus, hein, et je le dis face caméra, parce que j'espère être face à elle dans un avenir proche devant un juge d'instruction, Géraldine Charles
va nommer Dubec, on va revenir là-dessus, elle était déjà en lien professionnel avec l'avocate de la partie adverse. Alors déjà, en quoi est-ce que c'est un manquement Alors justement, à sa fonction? alors, je vais vous montrer un peu les documents qui sont très importants pour que les Français comprennent comment se crée, comment ils fonctionnent un peu tous ces gens-là. Bon, du coup, on va donner le nom de l'avocate de la partie adverse, que j'assume pleinement, parce que elle, ça vaut son pesant d'or. On verra si le bâtonnier de Paris va encore la protéger. J'en doute très fortement. Donc, quelques jours avant l'audience, j'ai découvert, parce que mon ex-compagne se vantait, que son avocate, Céline Cadar-Beaufour, donc le nom est ici, Céline Cadar-Beaufour, elle s'était vantée, quelques temps avant bien sûr, que son avocate lui disait que les juges mangeaient dans sa main. Alors ça rappelle un peu l'histoire drôle de Coluche, qui dit, ben, t'as l'avocat qui connaît le droit, c'est la majorité, hein, puis t'as l'avocat qui connaît le juge. Donc apparemment, c'est Céline Cadar-Beaufour. Donc c'est ce qui nous a lancé sur la piste. Parce que comme mon ex-compagne était dans un sentiment d'impunité totale, protégé par la partouzeur pédocriminelle de la DGSI, avec des enquêtes falsifiées au niveau du commissariat du 17e, 8e arrondissement, 13e arrondissement de Paris et de Versailles, je reviendrai là-dessus, preuve à l'appui, on a découvert, après une recherche, que effectivement, cette avocate et cette juge, Géraldine Charles, juge d'affaires familiales, faisaient une conférence ensemble dans le cadre du Conseil national des barreaux. Alors, il y a deux éléments qui sont très importants parce que cette avocate, qui est une menteuse invétérée, a dit le 30 novembre dernier, quand je suis passé devant une juge aux affaires familiales à Versailles, d'abord elle a menti sur la date, elle a dit qu'elle avait fait la conférence après les conclusions du jugement, ce qui est faux, elles l'ont fait avant, et en droit, elles devaient se désister toutes les deux, ce qu'on appelle déporter. Elles ne l'ont pas fait, d'autant plus qu'elles ne font pas une conférence sur la fabrication du vin jaune ou comment on cuisine des cuisses de grenouille, parce que là-dessus, j'aurais jamais tilté. Non, elles font une conférence sur le lieu de résidence des enfants et organisation du droit de visite et d'hébergement. C'est sur quoi, justement, allait statuer Géraldine Charles. Donc, vous voyez que là, en droit, c'est flagrant. Elle n'avait pas, Géraldine Charles avait à se déporter. Alors, ce qui est quand même assez incroyable, c'est que cette Géraldine Charles, on va revenir, parce que dans ce dossier, elle a mis le paquet, et ça prouve qu'elle ne l'a pas fait de son propre chef, parce qu'il y a quand même des choses qui interpellent. Alors, je vais revenir sur un point très important de droit, que je vous ai donné et que vos lecteurs retrouveront en copie. Il y a un élément de droit qu'on a retrouvé, effectivement, qui est l'article 7.1 de l'ordonnance statutaire concernant les juges. Obligation de prévenir toutes les situations de nature à influencer l'exercice de leurs fonctions. Donc c'est l'apparence d'impartialité. On rappelle juste que tous ces liens sont dans le texte de la description de cette vidéo pour que vous puissiez les consulter. Oui, et puis ce qui démontre aujourd'hui quelque chose d'extrêmement grave, c'est le degré de corruption de certains magistrats. Moi, je ne sais pas où ces magistrats ont eu leur diplôme, très honnêtement. Ils violent eux-mêmes leur propre code de déontologie. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'en France, les Français sont fatigués de la justice telle qu'elle est rendue aujourd'hui, parce qu'une minorité de magistrats, et là en l'occurrence, je vais vous citer les noms de 5 magistrates, corrompus, qui ont protégé un réseau pédocriminel, mais en tout cas pornographique, parce qu'on en a déjà les preuves, et que surtout le Conseil supérieur de la magistrature, c'est-à-dire un vrai contre-pouvoir, en la personne de Madame Vallot, a protégé Géraldine Charles. Qui est Madame Vallot? Elle était en charge de savoir, quand vous écrivez au CSM, de quelqu'un qui est là pour savoir si le dossier va être traité ou traduit en chambre effectivement disciplinaire, enfin traduit devant d'autres magistrats. Et Madame Vallot a protégé Géraldine Charles alors que la preuve était flagrante. C'est-à-dire que le CSM, le Conseil supérieur de la magistrature aujourd'hui en France, protège des magistrats corrompus, même lorsqu'ils ont la preuve matérielle que ces magistrats ont violé leur propre code de déontologie. Comment voulez-vous que les Français aujourd'hui fassent confiance à la justice et au contre-pouvoir judiciaire? Tout est corrompu. Nous sommes arrivés à un stade de corruption ultime. Il faut savoir que dans les derniers sondages, pas ceux qui sont commandés par Matignon et l'Élysée, pas les sondages bidons, 77% des Français estiment que les décisions judiciaires ne sont pas justes, pire, injustes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous n'avons plus des magistrats qui décident, je parle de ces magistrats corrompus,
de statuer en droit, mais en opportunité, c'est-à-dire en fonction des copinages. Comme a dit Céline Cadar-Beaufour à mon ex-compagne, les juges mangent dans ma main. Elle, je pense qu'elle va perdre beaucoup de clients, même en retrouver plus aucun, parce que maintenant, chère Céline Cadar-Beaufour, nous sommes au courant de comment vous gagnez vos procès. Et puis je ferai ça aussi état de vos méthodes dilatoires, mensongères et donc criminelles. Parce que moi, je vais vous poursuivre pour complicité de corruption de mineurs, tout avocate que vous êtes, parce qu'on va rentrer après dans les détails. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, le Conseil supérieur de la magistrature peut être aussi, malheureusement, une défiance pour les Français. Donc en qui voulez-vous que les Français aujourd'hui ont confiance? Et ce sondage rapporte une vérité. Moi, du fait que j'ai rencontré autant de personnes, je demande une chose que doit faire le législateur en urgence. Ils doivent modifier l'ordonnance de 58 concernant le statut des magistrats en y introduisant de manière urgente la responsabilité pénale des juges avec un jury populaire composé pour moitié. Mais au regard de l'attitude de Céline Cadar-Beaufour, et j'en ai parlé récemment avec un grand nombre d'avocats qui sont écœurés par l'attitude de cette avocate qui est une des rares à pratiquer de tels agissements, parce que la plupart des avocats font du droit, ils ne font pas de la magouille. Bon, soit introduite aussi au niveau déontologique par rapport aux avocats, puisque si on demande aux magistrats de statuer sur la vérité, il ne faut pas que les avocats trichent. Mais comme Céline Cadar-Beaufour est habituée à tricher et à présenter des faux, il faudra, comme dans le droit anglo-saxon, que soit introduit que si un avocat ment à un juge, il sera poursuivi pour parjure, voire radié. Oui, il faut créer un équilibre. Voilà. Donc moi, je vous fais état d'une question centrale, d'une question pratique. Qu'on ne me dise pas après, tu incrimines, mais tu n'apportes pas de moyens ou de solutions. Donc là, il y a une vraie solution qui peut être mise en œuvre, d'autant plus que quelque chose que j'ai trouvé aussi de très très grave tout récemment, c'est par exemple dans le cadre de l'affaire Sarkozy. Dans le cadre de l'affaire Sarkozy, on ne peut pas dire que Sarkozy et moi, on soit les plus grands amis du monde. Je vous rappelle mon dernier bouquin, Saïf el-Islam Kadhafi, où traiter toute la géopolitique du pétrole. Bon, j'en parle très peu de Nicolas Sarkozy dans ce livre, mais comme disait si bien le journaliste Hervouet, la guerre qu'a menée la France en Libye, c'est bien plus que du déshonneur, c'est un crime. Mais par contre, jamais être juste. Et le dernier procès largement médiatisé de Nicolas Sarkozy, où des procureurs ont réclamé, écoutez bien, 2 ans de prison ferme et 2 ans de prison avec sursis, donc 4 ans, à un ancien président de la République, pour avoir eu l'intention. C'est-à-dire que le délit n'est même pas avéré. Pourquoi je dis ça aux Français qui nous écoutent? Je ne suis pas en train de défendre Sarkozy. Quel est le lien avec votre affaire? Je suis en train de défendre nos droits. C'est-à-dire l'intentionnalité, c'est-à-dire le lien avec mon affaire. C'est qu'aujourd'hui, les magistrats, dans un sentiment d'impunité totale, ont décidé 2 choses. De poursuivre n'importe quel Français, même président de la République, pour ses intentions. Je rappelle que le magistrat Zibert n'a jamais eu son poste à Monaco, ni quoi que ce soit. D'accord? Mais il y a eu là une chasse à l'homme. C'est-à-dire que quand j'évoquais tout à l'heure qu'on ne juge plus en droit à mon opportunité, vous en avez encore une preuve flagrante. Et encore mieux, nos magistrats aujourd'hui, dans la grande majorité, nous sommes le seul pays au monde où des pédocriminels avérés ont des peines de prison avec sursis. Et là, vous êtes en train de m'expliquer qu'un président de la République, ancien président de la République, parce qu'il a eu l'intention de, sans qu'on ait jamais eu la preuve avérée du délit, risque de la prison avec sursis, la prison ferme. C'est-à-dire qu'il risquerait une peine bien plus grave que des pédocriminels qui ont reconnu avoir violé des enfants. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, ça tombe sur Nicolas Sarkozy. Demain, ça peut tomber sur moi. Demain, ça peut tomber sur vous. Il faut des garde-fous. Nos magistrats ne peuvent pas donner un blanc-seing aux pédocriminels en leur donnant des peines de prison avec sursis. Vous savez combien d'affaires vont aux assises en France aujourd'hui pour des viols sur mineurs? 0,3%. On a en France, toutes les 10 minutes, un enfant qui disparaît. On a en France entre 250 et 400 enfants qui sont violés par jour. D'ailleurs, dans un des articles qu'on a mis en lien, Roissy était d'une des plaques tournantes du trafic d'enfants. C'est le deuxième truc que je voulais évoquer. On travaille sur
Je travaille sur 3 gros dossiers actuellement. Parce que... donc, au fait, juste un point. Brigitte Macron ne m'a pas répondu. Brigitte Macron. Lettre du 28 septembre. Donc, Brigitte Macron, je vous le dis publiquement, moi, j'ai pris énormément sur moi pour vous envoyer ce courrier. Parce que la majorité des gens que je rencontrais me disaient, mais surtout, Morad, fais-lui pas confiance. On lui écrit, elle ne nous répond jamais. Moi, la lettre que je vous ai envoyée, c'est quand même la 5e, Brigitte Macron. D'accord? La 5e lettre. Donc, vous avez envoyé un signal, malheureusement, très lourd de conséquences aux Françaises et Français qui nous écoutent. C'est que vous avez clairement dit que les parents plaignants ne vous intéressent pas, que les enfants victimes de pédocriminalité ne vous intéressent pas. Je me suis un peu intéressé à ce que vous faites, Madame Brigitte Macron, avec des journalistes qui vous suivent. Vous donnez des cours de français à des parents migrants. Donc si le problème des migrants vous intéresse à ce point, je vous invite à aller dans un camp de migrants libyen, à y donner des cours de français. D'accord? Parce que si vous voulez que je tire un peu le fil, moi ça m'emmerde que des étudiantes françaises à Paris se prostituent parce qu'elles ne peuvent pas se payer un loyer. Ça m'emmerde. Enfin, elles se prostituent. Gérald Darmanin, on sait quelque chose, hein, lui, avec les logements sociaux, user de l'abus de faiblesse. Gérald Moussa Darmanin, c'est beau, hein? Et le ministre de l'Intérieur, il devrait démissionner dans l'heure. Mais Madame Macron, moi j'aime les Français, j'aime la France, j'aime les enfants de France. D'accord? On y reviendra sur l'immigration, j'en parle dans mon récent livre, qui est une des plateformes tournantes des réseaux pédocriminels. 61% des enfants voyageant seuls disparaissent. Rapport d'Europol, rapport d'Interpol, rapport de la Chambre des Lords anglais, des gens avec qui je suis en contact. C'est pour ça que je n'ai absolument pas peur de vous, ni de ce que vous représentez, madame. Mais si c'est tout ce qui vous intéresse, c'est d'aller donner des cours de français aux migrants, je vous invite à aller dans les camps de migrants. Voilà. Parce qu'une première dame de France, madame, se doit au moins d'avoir la délicatesse de répondre aux parents plaignants qui lui écrivent et de se préoccuper en priorité des enfants de France. Alors, justement, pour bien comprendre, pour que nos auditeurs comprennent bien, le lien entre terrorisme, immigration et réseau pédocriminel, que vient faire là ces 3 éléments? Pourquoi Roissy? Et qu'est-ce que vous avez pu découvrir tout au long de votre enquête? Alors, ce qu'on a découvert, je ne suis pas tout seul, il y a des gens, des groupes de travail qui commencent à se constituer un peu partout en France. Je donnerai leur nom tout à l'heure. Il y a un point que je voulais dire aussi, que Emmanuel Macron aussi a été saisi à plusieurs reprises par des personnes tierces. Moi, ça me rappelle une phrase du film Le Bon Plaisir de Francis Giraud, qui disait à un moment dans le film: c'est un triste pays dont le président n'aime pas les enfants. Moi, je le dis publiquement, Emmanuel Macron, manifestement, vous n'aimez pas les enfants. Alors, moi, je vais vous dire ce que beaucoup de gens n'osent pas vous dire. Moi, je ne vous aime pas. Voilà, je ne vous aime pas non plus. Voilà. Vous dites être le président de la République. Je vous respecte parce que je respecte la fonction. Moi, c'est vrai que j'ai vu des notes que j'aurais peut-être pas dû voir, j'en sais rien. En tout cas, je n'ai pas vu les dossiers dans leur entièreté. Mais pour beaucoup de gens à l'étranger, vous passez pour un psychopathe cocaïnomane. Moi, je me contente de dire que vous êtes littéralement un incompétent et un irresponsable. Et ça, je l'ai écrit dans vos interventions ou à l'étranger ou en France. Et en plus, vous êtes un menteur. Et vous appuyez que sur de la communication. Je suis au courant des logiciels d'intelligence artificielle avec lesquels vous travaillez pour maintenir la tête sous l'eau des Français, que ce soit dans le cas de, je ne vais pas déborder, mais dans le cadre du Covid, dans le cas de comment ils massacrent actuellement tout un pan de l'économie, les restaurateurs et autres. C'est pour ça que je les invite à nous rejoindre, parce que au sommet de tous ces gens-là, de tout ce qui est fait en bas, à la base, ce sont des pédocriminels déviants qui prennent toutes ces décisions et qui massacrent l'économie. Le but d'Emmanuel Macron, c'est le revenu universel et le traçage. Si vous n'avez pas compris ça, et à chaque fois, il s'appuie sur une minorité de magistrats corrompus, et j'ai prévenu beaucoup de gens. Arrêtez de saisir le Conseil d'État. Ils vous feront perdre en permanence. Et quand je vois des gens qui ont l'audace et l'outrecuidance de se moquer de gens comme Bigard, je dis que ces gens sont des salauds, parce que Bigard, même avec l'humour, il parle avec le cœur, il fait partie de tout un pan de notre société, que le monde des artistes, le monde de la culture, le monde de la restauration, le monde de l'événementiel, qui sont en train de crever parce qu'une bande de pédocriminels déviants
qui se tapent des gosses dès qu'ils ont un peu de temps, hein, sont en train de tuer l'économie de ce pays. Donc je vous dis, rejoignez-moi, nous, n'hésitez pas à le faire. Bigard, viens, tu cherches à être porte-parole d'un mouvement, ben moi je te prends quand tu veux parce que tu es un type super. Emmanuel Macron, eh ben, t'aimes pas les enfants. Ben, moi aussi, je t'aime pas. Voilà, je t'aime pas. T'aimes pas les enfants, je t'aime pas. Et moi, Emmanuel Macron, tu vois, je suis prêt à débattre face à toi quand tu veux. Par contre, je vais vous donner un scoop avant d'évoquer les 3 dossiers sur lesquels je travaille. L'Élysée a créé une cellule dans le cadre de la future élection présidentielle. Je vais vous dire pourquoi c'est important ce que je vous dis. Et vous comprendrez que je n'ai pas toujours le temps qu'on me voit à travers les médias. Ils ont créé une cellule spéciale qui traite de ce qu'on appelle les dossiers sensibles. Alors, vous avez les principaux représentants de mouvements sociaux et autres. J'ai reçu bizarrement, récemment, mais de manière tout à fait délicate et courtoise, une lettre dont j'ai copie ici, hein, du chef de cabinet du président de la République, M. Brice Blondel, un type charmant demeurant, puisque, vous voyez, il m'écrit une lettre en me disant qu'ils ont bien pris conscience et connaissance du dossier, qu'ils allaient réellement le traiter, enfin bon, bref. C'est une lettre, mais enfin, ce qu'il faut que vous sachiez, et je vous le dis face caméra, et c'est pas comment dire, incriminer M. Blondel, tout au contraire, nous avons des échanges mails réguliers, lui et moi. Parce que mon dossier a été classé dossier sensible, très sensible, voire ultra sensible. Pourquoi ? Parce qu'ils ont pris connaissance que non seulement j'essaie de sauver la majorité des enfants de notre pays, parce que moi je suis dans l'action, je ne suis pas dans la résignation. Alors justement, c'est une des questions que je voudrais vous poser après pour que les auditeurs comprennent bien. Ce n'est pas un cas à part, en fait. Votre affaire n'est pas une exception. C'est ça qu'on voudrait comprendre. Vous avez reçu nombre de témoignages, de dossiers depuis des années, des mois que vous faites cette enquête. Est-ce que vous avez pu, et est-ce que vous pouvez nous raconter en quoi il y a des liens et des similitudes avec d'autres affaires, et en quoi c'est systémique, en fait, plutôt qu'exceptionnel. Surtout, vous savez, en face, moi j'ai des ennemis qui ne sont pas des gens. J'ai quand même là un réseau au sein de la DGSI. C'est un réseau, ils ont constitué un réseau avec des magistrats. Ils ne sont que 3 personnes. La DGSI, c'est entre pas loin de 3 000 à 4 000 personnes, même si sur le plan opérationnel, ils sont beaucoup moins que ça. C'est quoi le dénominateur commun entre toutes ces affaires ? Le dénominateur commun, c'est quand la France est devenue pédolande. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la France est devenue la plateforme internationale numéro 1 des réseaux pédocriminels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il y a bien... La France est devenue, en gros, excusez-moi, mais le terme va être très, très violent, le dépotoir des intégristes et le dépotoir des pédocriminels. Alors, comment on fait le lien entre les deux ? Pourquoi faire ce lien ? Et pourquoi vous y êtes arrivé ? Juste avant, je tiens à dire tout mon hommage à ceux qui actuellement font des vidéos et dénoncent la pédocriminalité. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il y a souvent des gens qui m'interpellent en disant « Tu ne dois pas parler à un tel, c'est un ancien délinquant, un tel, c'est un journaliste qui n'est pas allé au bout de ses démarches. » Moi, je ne tape jamais sur les messagers, ce qui compte, c'est le message. Donc je dis bravo à ces femmes et ces hommes qui se lèvent, et je tiens à dire aussi un grand bravo à tous ces lycéens qui ont pris contact avec moi et qui font un vrai travail de fourmi et de terrain, qui ont permis encore récemment et qui m'ont renvoyé tout ça, le signalement de gens sur des plateformes comme TikTok où il y a de plus en plus de pédophiles, puisqu'il y a de plus en plus d'adolescents qui vont là-dessus, et d'autres plateformes pour enfants, adolescents et mineurs. Alors, on va aller sur le fond, avant de parler un peu plus. Actuellement, 3 affaires m'interpellent et sur lesquelles je travaille, donc je vais vous les rendre publiques. La première, c'est que de tout le temps et depuis toujours, j'ai toujours combattu l'intégrisme sous toutes ses formes. Et je tiens à dire que c'est le combat de la majorité des musulmans de France, parce qu'ils me ressemblent et je leur ressemble. Voilà. Bon. Et c'est pour ça que le glissement de la loi sur le séparatisme aujourd'hui est en réalité la préparation d'une guerre civile en France. Et fait que je vais vous dire face caméra, en réalité, Emmanuel Macron aujourd'hui prépare une offensive contre une éventuelle insurrection des Français. Je vous le dis face caméra. Je suis très bien renseigné. Très bien renseigné. Parce qu'effectivement, notre Constitution nous permet, c'est que la Déclaration universelle des droits de l'homme, à ce qu'un peuple puisse, c'est un fait de droit, puisse rentrer en insurrection contre un gouvernement
lâche, menteur, corrompu, hypocrite. Ça a beaucoup de similitudes avec ce qu'on vit aujourd'hui. Alors, j'ai travaillé sur 3 domaines, 3 enquêtes précises. Il m'a été fait le signalement d'un homme, comme quoi, vous voyez, pour moi, les coupables, quelle que soit leur religion et autres, je leur fais la chasse. Il y a un homme qui était dans un pays du Maghreb, qui avait été interpellé pour radicalisme actif, donc un dur, un dangereux, pas les rigolos qu'on emploie et qu'on voit de ci, de là. Un très dangereux, radicalisé, qui avait un groupe qui le suivait. Bon, il a été mis en prison. Et puis il s'avère que le chef de ce pays, qui est un pays du Maghreb, il a été renversé. Bon, alors vous avez compris, c'est en Tunisie. Et puis Ennahda prend le pouvoir, quand même une tendance, une orientation quand même assez religieuse. Ils ont quand même, donc il est libéré de prison, ils trouvent que ce type est quand même viscéralement quand même assez dangereux dans ses prêches. Donc il lui demande de quitter le pays. Donc il quitte le pays. Il s'avère que cet homme va s'installer au Maroc. Il est bien sûr pris en chasse et surveillé par les services secrets marocains. C'est pour ça que je tiens à rendre un bel hommage aux services secrets marocains, aux services secrets algériens, par ailleurs tunisiens, qui font un remarquable travail dans le cadre de 2 choses. Un, le suivi des gens susceptibles de commettre des attentats terroristes. Et ils alimentent effectivement Interpol dans ce sens, ainsi que les services secrets américains, russes, anglais. Et c'est quand même assez comique qu'en France, des juges ont essayé de les pourchasser, en l'occurrence le chef des services secrets marocains, qui a été quand même mis en garde à vue, ce qui est une honte absolue quand c'est le travail admirable que fait cet homme. Et ce type se retrouve au Maroc. Alors il crée une école religieuse et tout, et paf, il se fait arrêter, et vous savez pourquoi ? Pour viol sur mineur et séquestration d'enfants. Donc il fait sa peine de prison au Maroc. Je pense que il a goûté au bâton, comme dirait l'autre, et il sort de prison. Et là, l'État marocain lui dit, écoutez, c'est pas possible, on peut pas vous restez pas chez nous. Devinez où est cet homme aujourd'hui ? Chez nous ? Bien sûr, il est en France. Il est gracieusement en France, et devinez quoi ? Pignon sur rue. Il a même une école où, soi-disant, il peut renseigner le Coran aux enfants. Donc ce type a été pris en main par la DGSI. Ce salopard, ce pédocriminel déviant. Et devinez quoi ? Chaque fois qu'il y a un attentat, il sort son clap-merde pour dire il fallait pas, c'est bien fait pour vous, bande de mécréants, regardez ce que vous avez fait, regardez. Et il revigore certains jeunes naïfs français musulmans à dire regardez les mécréants, ce type-là est traité par la DGSI. Ce salopard, ce pédocriminel est traité par la DGSI. Alors, selon vous, il est protégé par la Et DGSI ? non seulement il est protégé, mais il fournira en temps utile les gamins un peu paumés susceptibles de commettre un attentat en France. Ce que je dis est extrêmement grave, mais je l'assume pleinement, parce qu'ils le savent. Et toi, espèce de salopard, tu sais que je suis en train de te chasser. Tu sais, je serai peut-être un des premiers à venir te chercher. Là où tu prêches, là où tu trompes tout le monde, prie pour que ça soit quelqu'un d'autre avant moi. Prie. Parce que je ne te ferai pas de cadeau, et on est plusieurs à t'avoir dans le collimateur, et ce au niveau international. Évite de sortir de France, et vous savez pourquoi je dis ça ? Parce que quelque part, si la DGSI s'en débarrasse, tant mieux. Pourquoi ? Parce qu'il y a une chose que vous devez savoir. Il y a de vrais intégristes en France, et heureusement, on a des vrais serviteurs de l'État en France qui éliminent ces gens. En France. C'est-à-dire qu'effectivement, est collecté et tracé de vrais intégristes. Nous les avions, parce que ce qui s'est passé, c'est que beaucoup d'entre eux sont arrivés en Europe en raison de la guerre en Syrie. Et savoir que le précédent gouvernement et l'actuel, jusqu'à très tardivement, quand même, ont protégé les djihadistes intégristes jusque sur le sol syrien. Il faut savoir que c'est l'État français. D'ailleurs, Laurent Fabius a dit « El Nosra fait du bon boulot ». Est-ce que vous voulez que je vous décrive qui sont les gens d'El Nosra ? Est-ce que vous voulez que je vous décrive comment El Nosra a décapité et empalé une sœur chrétienne qui vivait
dans une petite église orthodoxe. C'est ces gens-là qui font du bon boulot. Et après, j'ose même pas donner de qualificatif à ce dénommé François Hollande, qui va sur tous les plateaux télé pour dire il faut lutter contre le terrorisme, il cherche à diviser la nation. C'est eux les premiers complices et les premiers liens avec le terrorisme intégriste. Aujourd'hui, des États dans le monde fournissent, et Dieu merci, à la France, parce qu'ils les ont repérés, de dangereux djihadistes intégristes. Sur le sol français, ils sont éliminés. Il y a des gens qui sont là pour ça. Et tant mieux, et je dis bravo à eux, vous êtes des vrais serviteurs de l'État. C'est vrai qu'il y a l'ordre forcé du président de la République, et dans ce sens, Emmanuel Macron était obligé de donner l'ordre. Je ne vais pas dire qu'Emmanuel Macron est complice de ces gens-là. Non, je ne dirais jamais ça. Mais si j'avais moi-même à être chef de l'État, non seulement ces gens disparaîtraient, mais il n'y aurait même plus aucune complicité entre les quelques intégristes notoires qui sévissent dans ce pays et des gens de nos services secrets. Ils auraient 48 heures pour quitter le pays. D'accord ? Pour les autres, ils savent que vous mettez les pieds en face, on vous a ciblé, on vous éliminera. Voilà, il y a à peu près déjà 250 qui ont déjà été éliminés en France. Je ne parle pas d'assassinat, je parle d'élimination, parce que pour moi, ces gens restent des parasites et des dangers. D'abord pour les musulmans de France. Donc après, quand Gérard Moussa Darmanin, tu ne sors ta loi bidon sur la loi sur le séparatisme, en vrai, tu cherches juste à diviser les Français et à créer une guerre civile. Les musulmans de France n'ont rien à voir avec tout ça. Vous orchestrez toute cette merde. D'accord ? Et tu protèges les 3 connards de la DGSI mouillés dans mon affaire. D'ailleurs, une plainte. J'ai déposé une plainte auprès du procureur antiterroriste. Si le procureur antiterroriste refuse d'ouvrir cette plainte, ça voudra dire, écoutez-moi bien ce que je vous dis, qu'aucun attentat en France n'est imprévisible. Et en plus, vous savez une chose maintenant, c'est que ces intégristes sont pour la plupart d'entre eux des pédocriminels, des viands, des tarés, des malades. Voilà le lien. Je tiens à vous rappeler que parmi le petit filet d'arrestation qui a eu lieu il y a quelques mois de ça, il y a eu un imam dans l'histoire qui a été arrêté à Rouen, qui avait téléchargé 272, je crois. Alors, je vous mets le lien. Merci au journal 20 minutes d'avoir fait le boulot. Téléchargé 247 fichiers pornographiques. Voilà, c'était encore le 9 octobre 2020. Tout ça est récent. Je dis à ce... Bon, Dieu merci, il devra quitter le territoire national, mais la question qui se pose, c'est comment ça se fait qu'il ne l'ait pas quitté avant ? Et combien il y en a d'autres ? Voilà. Et ce type-là, je tiens à le rappeler, je me pose de vraies questions parce que j'entends beaucoup s'agiter à ce moment le recteur de la mosquée de Paris. Ce type-là avait été embauché par la mosquée de Paris. J'invite le recteur de la mosquée de Paris à démissionner. Ça y est. Il est en charge des gens qui sont nommés. Voilà. Donc moi, à mon sens, il faut assumer la responsabilité. Moi, j'ai des équipes, je travaille avec des gens. Pourquoi les gens m'apprécient ? Pourquoi j'aime les Français qu'ils m'aiment ? C'est que je suis un homme d'action et chacun de mes propos est rapporté d'une preuve. Autre gros sujet sur lequel on travaille actuellement avec tout un groupe. Bon, la cellule trafic humain du FBI est largement au courant de tout ce que je fais, vous imaginez bien, depuis maintenant plus de 5 ans. Et je ne remercierai jamais assez Ivanka Trump, je tiens à le dire et à le répéter à chaque fois, pour toute l'énergie qu'elle met, encore maintenant, je le précise, pour sauver les enfants du monde. Voilà. Donc c'est pas la peine de me taper sur les messagers en disant « ouais, elle a ceci, elle a cela, elle fait ceci ». Non, c'est une femme exceptionnelle. Et les femmes exceptionnelles, j'en rencontre tous les jours, ces mamans plaignantes en France, qui sont maltraitées dans nos commissariats de France et qui sont maltraitées par une majorité de femmes juges dans nos tribunaux. Et donc, par ailleurs, elles maltraitent les enfants de France. Mais c'est normal, puisque vous voyez que tout en haut, ils ne sont même pas capables de me recevoir. Donc moi, je continue le travail. Donc on a découvert une chose qui est quand même assez inédite et gravissime. J'invite les journalistes à faire le travail. Bon, certains l'ont fait. Il s'est avéré que pourquoi tous les réseaux pédocriminels commençaient à venir en France. On va sortir du cadre djihadiste là, pour aller sur le cadre de la pédo des élites, entre guillemets, pédocriminelles, l'affaire Epstein. D'accord ? Bon. Petite parenthèse, juste un détail avant de venir sur l'affaire Epstein. Comme j'ai beaucoup de gens avec qui je travaille, je m'excuse déjà auprès des mamans, mais qu'elles ne croient pas que quand elles m'ont sollicité, les dossiers n'avancent pas. Croyez-moi qu'ils avancent grandement vos dossiers. Je ne peux pas vous dire certaines choses, vous l'imaginez au téléphone,
Mais en tout cas, je fais comme je peux et je l'ai toujours fait bénévolement. Il faut le savoir, je ne dors pas beaucoup d'ailleurs. Et j'ai ma propre affaire, où on essaye de s'en prendre à mes propres enfants. Vous savez, moi ça fait 4 Noëls que je passe sans mes enfants. Je les ai plus vus physiquement depuis 2 ans. Je ne les ai pas eus au téléphone depuis 1 an. Leur mère, qui est tenue aujourd'hui par la DGSI, qu'on sait aujourd'hui qu'elle est sur des sites pornographiques, alors qu'elle m'avait accusé d'avoir fait des photomontages, est toujours dehors, bizarrement. Alors qu'elle est sur des sites porno. Elle dit qu'elle apprend des choses de sources placées dans la sûreté de l'État. On va revenir sur la plainte antiterroriste. Eh bien, ce qui est quand même incroyable, c'est que même l'école de mes enfants, l'inspectrice d'académie, on sait qu'aujourd'hui, le secteur de l'inspection académique est grandement mouillé dans des affaires pédocriminelles. Pourquoi vous dites ça? Parce que, par exemple, là, il y a plusieurs affaires, et en l'occurrence même dans la mienne, l'inspectrice d'académie a dit aux maîtresses d'école, alors que j'ai autorité parentale conjointe, que c'était hors la loi à ce que mes enfants me donnent la liste de cadeaux qu'ils voulaient pour leur anniversaire, pour Noël. C'est juste des criminels. Voilà les débiles mentaux auxquels on a affaire. L'inspectrice d'académie, toi, je te dis une chose, alors si c'est Blanquer qui leur a donné l'ordre, j'en sais rien, parce que j'ai des amis musulmans qui m'ont appris que manifestement, il aurait une haine particulière à l'endroit des gens. Alors la seule preuve qu'on m'a rapportée, c'est un communiqué de presse qui a été fait par une maison d'édition qui publie des livres qui traitent de sujets liés à l'islam, que Blanquer n'a pas porté plainte de diffamation contre ça. Si M. Blanquer en est là aujourd'hui, lui qui a financé par son ministère une association de lycéens pour promouvoir ses actions, c'est quand même détournement de fonds publics. Ce type, encore une fois, il devrait démissionner. Et donc, s'il donne des ordres dans ce sens à l'inspection académique, c'est quand même très grave. Mais je vais revenir sur un deuxième... Et pourquoi je voulais parler de ça? Parce que récemment, comme je travaille avec beaucoup de gens, on m'envoie des extraits de vidéos et d'autres. Donc j'ai entendu récemment l'intervention d'Éric Zemmour. Alors, il ne dit pas que des conneries, parce que je ne supporte pas les gens qui l'incriminent pour un oui, pour un non. Il ne dit pas que des bêtises, loin de là. Par contre, il en a dit des grosses. Et récemment, on m'a envoyé une vidéo où il est en débat face à Jean-François Copé, et il dit à Jean-François Copé que c'est pas lui, Éric Zemmour, qui a armé Mohamed Merah, mais l'islam. Alors, je vais juste faire un rectificatif à Éric Zemmour. Déjà, 2 choses, Éric Zemmour. Je vous ai trouvé très timide sur l'histoire Epstein. C'est quand même assez surprenant. Il y a quand même 3 filles mineures françaises qui ont été amenées en avion pour son anniversaire, violées, sodomisées dans son île à Moloch, avec, bien sûr, le blanc-seing de certaines personnes, manifestement, à la préfecture de police de Paris, qui ont permis ces changements de pièce d'identité et autres. Donc là, Éric Zemmour, je voudrais bien que, sur ce sujet, Epstein, qui est une des plus grandes affaires pédocriminelles mondiales, dire du bout des lèvres qu'on ne sait pas, je trouve qu'on ne veut pas savoir, mais c'est Éric Zemmour. Et puis, deuxième chose, beaucoup plus grave, et là, Éric Zemmour, il y a des choses que je ne supporte pas, c'est la malhonnêteté intellectuelle. Dire que c'est l'islam qui a armé Merah, c'est faux. Encore une fois, il n'a pas travaillé son sujet. Premièrement, Mohamed Merah a été entendu par un capitaine de l'armée américaine en Afghanistan. D'accord ? Faites des recherches, peut-être qu'un jour, où je m'arrangerai pour que vous ayez l'audition de Mohamed Merah. Il faut savoir que ce capitaine de l'armée américaine a renvoyé cette audition au service secret français. Mais c'est bizarre, dites-moi. Mohamed Merah va être entendu aussi par un haut gradé pakistanais. Et puis, c'est encore bizarre, il va être entendu par un haut gradé libyen. Ces 3 rapports vont arriver en France. Et vous allez me faire croire que ce type se baladait tranquillement dans la nature sans que les services secrets français soient au courant, après qu'un capitaine de l'armée américaine, libyenne et pakistanaise l'ait entendu. Et puis je vais vous dire une chose, dans l'affaire Merah, d'accord ? J'ai vu les plateaux télé, l'islamisme, le djihadisme, il a bénéficié de tel ou tel soutien. Pourquoi on n'a jamais posé la question de l'arme qui était détenue par Mohamed Merah? Parce que c'est un peu mon travail aussi, de toujours voir les outils dont se servent les terroristes qui commettent un attentat. Et j'arrive très vite à voir, et pas le seul, parce qu'on m'a beaucoup formé dans ce sens, si l'attentat est vrai ou pas. Je vous dis, il y a toujours des vraies victimes. Les victimes sont vraies. Et paix à leur âme. Et c'est pour eux qu'on doit se battre, pour réhabiliter leur mémoire
auprès de leurs parents. Mais Mohamed Merah, quand il est encerclé par tous nos meilleurs éléments de nos forces nationales en termes de sécurité, RAID, GIGN et autres, il va y avoir un échange entre Merah et ce qu'on appelle le premier qui arrive, c'est une sorte d'intermédiaire, des mecs quand même très solides mentalement, qui rentre avec le preneur d'otages. Donc il va faire le lien. Donc dans le premier échange avec Mohamed Merah, en échange d'une radio, Mohamed Merah va donner une arme. Pourquoi on n'a jamais parlé de cette arme? Soi-disant, Éric Zemmour dit que c'est l'islam qu'a armé Mohamed Merah. Tu sais ce que c'était, Éric Zemmour, comme arme? C'était un Colt 45. Or, il était modifié et semi-automatique. Vous savez qui détient ce type d'arme? Le GIGN, le RAID. Vous pouvez m'expliquer comment ça se fait que Mohamed Merah avait ce type d'arme sur lui? Alors, on reviendra sur les détails de cette affaire qui vraiment est intrigante et mériterait une autre émission à part entière, effectivement. Alors, je vais revenir donc sur l'affaire, l'autre dossier sur lequel on travaille. Donc on s'est rendu compte d'une chose, c'est que pendant très longtemps, il y a eu des plateformes en Europe, ce qu'on appelle des plateformes pédocriminelles. C'est-à-dire que les pédocriminels, les élites entre guillemets, enfin je dis élites, on leur fait grâce en les appelant comme ça, les pourritures, se retrouvaient pour avoir des enfants, d'abord en Europe. Donc il y a eu une plateforme très importante pendant très longtemps en Espagne et au Portugal. Ça s'appelle comment? Ce sont des aéroports, c'est-à-dire qu'on se retrouve au niveau des aéroports. Comme par Roissy, finalement. Voilà, justement, je vais y revenir. Et donc, on s'est rendu compte d'un truc qui est très intéressant, c'est que pendant très longtemps, les élites pédocriminelles des Pays-Bas, d'Allemagne, de Belgique et de France se rendaient au Portugal pour récupérer des enfants, qui étaient souvent des enfants dans des orphelinats portugais. Et bravo à eux, les Portugais. D'ailleurs, il y a une histoire drôle, entre guillemets, qui était dite par les patriotes américains avant l'élection d'Hillary Clinton, parce que les réseaux patriotiques américains étaient sûrs qu'elle allait perdre. Elle disait, il est plus facile de sortir un enfant du Portugal que de dire qu'Hillary Clinton sera élue présidente des États-Unis. Ça en dit long. Et effectivement, il y a des faits avérés. Moi, je vous parle de faits avérés d'enfants portugais ou d'enfants étrangers enlevés au Portugal qui étaient ramenés aux États-Unis, aux Pays-Bas. Et les Portugais ont fait un super boulot, et bravo à eux, grâce aussi à l'administration Trump. Ils ont commencé à faire la chasse, comme on devrait faire en France avec l'ASE d'ailleurs, au réseau pédocriminel portugais. L'ASE, c'est l'aide sociale à l'enfance, je le rappelle. Qui touche 8 milliards d'euros par an, donc l'argent des Français, pour maintenir les enfants, je le dis ouvertement, face caméra, dans la maltraitance. Et je tiens à féliciter les journalistes de Marie-Claire. Vous tapez Marie-Claire, ASE, qui ont fait un travail vraiment exceptionnel. Je ne comprends pas pourquoi les journalistes d'investigation n'en font pas davantage et nos grandes chaînes ne font pas de débat là-dessus. Bravo à Marie-Claire, bravo à Zone Interdite. Bravo aux journalistes qui ont repris tout ce travail pendant qu'Adrien Taquet, l'incompétent, en charge de la protection de l'enfance, dort dans son bureau. Et Marlène Schiappa aussi. Marlène Schiappa, faut arrêter de faire la leçon aux gens, parce que je trouve qu'en ce moment, il y a des discours un peu dégueulasses par rapport aux musulmans. Ce n'est pas les musulmans de France qui ont, dans une loi, fait en sorte que l'enfant victime d'un viol doit dire s'il est consentant ou pas. Et ce n'est pas les musulmans de France qui se sont arrangés, Marlène Schiappa, pour que la majorité des viols sur enfants soient taxés d'agression sexuelle afin qu'ils soient correctionnalisés. D'accord? Parce que quand vous dites un viol, c'est un crime, c'est des assises, c'est plus de 10 ans. Correctionnaliser, c'est des agressions sexuelles, c'est correctionnalisé, moins de 10 ans. Et vous savez que c'est pour ça qu'aujourd'hui en France, vous avez énormément de pédocriminels dehors. Vous avez des cas avérés, vous tapez sur Internet, c'est dramatique ce qui se passe dans notre pays. Revenons à votre affaire, pour ne pas perdre le fil. Alors, pour ne pas perdre le fil, qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? C'est qu'au Portugal, ils ont mis la main sur les réseaux, ils ont commencé à faire tomber. Pareil en Espagne. Il y a eu un super boulot qui avait déjà été fait sous Aznar d'ailleurs. Et au Portugal, c'est le pays d'Europe là, qui récemment a donné 2 peines de prison les plus lourdes à 2 pédocriminels, soit 20 ans. Les Portugais ne veulent plus de ces merdes chez eux, ne veulent plus que leurs enfants se fassent violer. Pendant longtemps, grâce à des politiques, grâce à des législateurs portugais qui fermaient les yeux ou qui étaient complices de ces actes pédocriminels, les Portugais ont dit « Dégagez, on ne veut pas de vous chez nous, bande de salopards, vous ne toucherez plus à nos enfants ». Et on s'est rendu compte d'une chose très importante, c'est que comme en Belgique, il s'est passé l'affaire du trou et tout, et c'est devenu un peu sale chez eux, et surtout, c'est que les Belges sont sortis dans la rue. Plus de 3 millions de personnes habillées en blanc avec les ballons blancs
pour toutes ces petites assassinées qui avaient été violées. Bon. Et donc, on s'est dit, c'est pas possible. Et on s'est rendu compte d'un truc assez fou, c'est que la nouvelle plateforme internationale est la France. Et ça se passe à Roissy. C'est-à-dire qu'à Roissy, aujourd'hui, en France, en 2020, vous avez des enfants français ou des enfants étrangers qui transitent par cet aéroport, où des enfants sont amenés avec des adultes, avec des faux papiers, qui se disent être leurs parents, traversent la douane française, et alors que c'est quand même un aéroport aujourd'hui, avec les lois sur l'antiterrorisme, un des endroits les plus surveillés du monde. Et bien, une fois qu'ils passent la frontière française, enfin la douane, l'aéroport français, la police des frontières, laisse l'enfant, l'abandonne dans l'aéroport. Alors, une bonne partie de ces enfants-là sont récupérés par des réseaux pédocriminels tout de suite pour alimenter nos salopards ici sur Paris. Vous savez, en fait, je tiens à vous dire un petit détail. J'ai ciblé aujourd'hui 2-3 endroits où vous retrouvez pour sodomiser les enfants en France. Et comme grâce à Gérald Darmanin aujourd'hui, qui ne veut pas assurer ma protection et qui viole et notre Constitution et l'article 40 du Code de procédure pénale, je suis en droit. Moi, bientôt, maintenant, vous êtes en droit, vous, Français, de venir vers moi, de vous dire solidaire de ma personne et du combat que je mène, parce qu'on a besoin de vous tous pour sauver les enfants. Et c'est ça l'espoir, parce que je ne connais pas un seul Français qui accepte ça. On constituera en groupe, on pourra aller les chercher là où ils sont, pour sauver les enfants de manière immédiate. Et donc, il y a eu une enquête qui avait été faite par un journaliste de Mediapart de manière très courageuse, donc je vais vous retrouver l'article ici. C'était en janvier 2020, tout ça est très récent. Vous pouvez retrouver tous les liens dans la description de cette vidéo que nous avons mise. Là, vous avez un autre lien, les enfants disparus de Roissy. Donc je félicite Leila Minano d'Investigate Europe. Ce sont des gens exceptionnels et voilà, de nombreux mineurs vietnamiens se sont évaporés ces dernières années après leur arrivée à l'aéroport francilien, débarqués sans famille. L'aide sociale à l'enfance était chargée de les mettre à l'abri, encore l'ASE, mais au nez et à la barbe des autorités, ils ont été pris en main par les trafiquants qui les attendaient. Nos révélations en partenariat avec le collectif Investigation. Il faut savoir que ça, c'est qu'un tout petit bout de l'iceberg, parce que vous avez ça avec des enfants français. Moi, il faut savoir que mes enfants ont été amenés à l'étranger à mon insu, que les pièces d'identité de mes enfants ont été refaites à mon insu, ce qui est interdit par la loi, c'est un crime. J'ai donné les noms des 4 personnes à la préfecture de police de Paris mouillées dans mon dossier. Il faut savoir que 4 commissariats ont fait des enquêtes, soi-disant des enquêtes, où ils ont falsifié pour s'assurer à ce que personne ne soit poursuivi, pour couvrir le réseau pédocriminel et pornographique dans mon affaire. Donc ça ne m'étonne pas après ce genre de choses, parce que vous comprenez que de par mon affaire, je suis parent plaignant, donc je suis confronté à la crasse. Je suis confronté à toutes ces ordures. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo, c'est que quand je suis passé le 30 novembre dernier devant la juge des affaires familiales, qui normalement aurait dû rendre son jugement 15 jours après, a décidé de le rendre 2 mois après, soit fin janvier, et elle est au courant qu'elle est sur un site pornographique, attesté et avéré par un officier de police judiciaire, elle laisse mes enfants dans son cloaque. On le rappelle, parce que c'est dans la précédente interview, votre ex-compagne qui a la garde des enfants a été retrouvée sur un site porno, reconnu, en tout cas une photo qui circule sur Internet et qui n'a pas suffi à la justice et aux policiers pour aller enquêter, sachant que c'est quand même un fait assez grave finalement. C'est pire que ça, c'est pire que ça. Non seulement elle est là-dessus, mais il y a un truc qui est quand même extrêmement important. C'est que quand elle est entendue, encore récemment, le 2 juin... elle vous accuse, vous, d'avoir falsifié l'image. Non, elle m'a accusé, moi. Elle a reconnu que c'était bien elle sur les photos. Voilà. Elle a bien reconnu que c'était elle sur les photos. Donc je vous présente le PV d'audition, il est là. Et ce qui est très intéressant, c'est que... Attendez, bougez pas. Oui, tout ça pour dire en fait que c'est une anomalie de plus dans votre affaire, c'est un manquement grave de plus dans cette affaire où vous êtes accusé de quelque chose que vous n'avez pas fait.
Vous retrouvez, grâce à une aide extérieure, l'URL de la photo, finalement une photo qui est visible et disponible sur Internet, sur un site, dans lequel vous reconnaissez donc votre ex-compagne. Et cela ne suffit pas à ce que vous puissiez obtenir de la justice qu'elle se saisisse de ce point, puisque finalement elle a la garde des enfants. C'est gravissime. Et qu'est-ce que cela révèle? Est-ce que pour vous c'est quelque chose, on va dire, d'anecdotique? Ça révèle 3 choses. 1, les méthodes crapuleuses de la DGSI. Il faut savoir que c'est la DGSI, les partouzeurs pédocriminels de la DGSI, avec qui elle est en lien. On a attesté par huissier un SMS dans lequel elle me dit qu'elle apprend de sources haut placées dans la sûreté de l'État. Donc elle est en lien direct avec des gens en tout cas socialement, se présentent comme tels. Ouais, une bande de sacrés salopards, à part enculer des enfants et commettre des partouzes devant eux. Mais je peux vous assurer d'une chose, vous allez tomber. Tout ce que j'ai à dire, rien de plus. Et si le procureur, là il y a un avocat qui va saisir aussi de mon affaire dans le cadre de l'antiterrorisme, et il y a aussi ça va être supervisé au niveau international. Donc Emmanuel Macron, ça serait bien que tu fasses un peu ton boulot, même si je t'aime pas, même si tu m'aimes pas. Mais en tant que président de la République, là ça commence à sentir le roussi pour toi. Alors que tu classes mon dossier sensible, ultra sensible, c'est parce que tu sais que mon affaire peut te faire tomber. Donc moi, c'est pas le but. Hein? Fais juste ton boulot, empêche que d'autres enfants soient prisonniers de ce réseau, et il y a déjà manifestement beaucoup d'autres enfants qui ont été prisonniers de ce réseau. Donc la DGSI me met cette photo dégueulasse d'elle dans ma boîte. Bien sûr, je la reconnais, je porte plainte. Et ça n'aboutit pas. Mais pire que ça, le vice-procureur qui est en charge de l'enquête, qui est un mec absolument pas clair, qui s'appelle François Bonnecarrère, ouais. C'est lui qui va s'amuser à classer sans suite, c'est lui qui va s'amuser à ce que les enfants ne soient pas entendus par un psy, alors qu'une vice-procureure spécialiste de la corruption de mineurs avait demandé par procès-verbal de réquisition à ce qu'ils soient entendus aux UMJ. Lui et Émilie Salé du commissariat du 17e, ainsi que Catherine Jourdan, commissaire central du 17e, vont s'arranger pour protéger les corrupteurs de mes enfants. Donc, on va dire, complicité de certaines personnes au sein des services judiciaires et policiers. Et puis les services secrets. Et donc, comme elle m'avait accusé au début de l'année, là, bizarrement, elle ne m'envoyait jamais de SMS, mais peut-être suite aux vidéos récentes que j'avais fait, à la suite de tout ça, bizarrement, elle m'envoie un SMS en me disant « Je ne vais pas t'envoyer les photos des enfants parce que tu vas me mettre sur un site obscène. » Ce qui est quand même extrêmement grave. Donc, je vais au commissariat, je porte plainte. Parce que la première photo datait de 2017. Et je me dis, et le policier me regarde et me dit, écoutez, monsieur Latta, parce que je tombais sur un très bon flic. Il m'a dit, même si monsieur Castaner intervient, c'était la fin du mandat de Castaner, elle sera obligée, de dire la vérité, parce que les faits sont extrêmement graves. On vous accuse de mettre des photos, de faire des photomontages de vous et de vos enfants sur des sites pédophiles. C'est d'une accusation, mais immonde. Alors, justement là-dessus, c'est très important. Je vais terminer. Le policier, je porte plainte. La plainte va au commissariat de Versailles. On se dit, première question, on va lui poser la policière, Madame, donnez-nous les preuves de ce que vous avancez. Eh bien, le temps passe et je reçois un classement sans suite de la procureure de Versailles qui notifie un classement sans suite au prétexte que le qualificatif que le qualificatif n'existe pas pénalement. Vous savez quel était le qualificatif? Diffamation. Mais vous vous rendez compte de ce qu'a fait cette procureure qui était candidate au poste de procureur de la République de Paris? Alors, elle s'est fait berner, ça c'est évident, par les policiers enquêteurs de Versailles, mais complètement bernée. Et en plus de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que, encore une fois, pour la 4e fois, j'ai jamais été vu, jamais entendu, jamais été confronté. Voilà comment se font les enquêtes dans le cadre de réseaux pédocriminels. Voilà pourquoi il y a des policiers complètement et archi-mouillés dans les réseaux pornographiques et les réseaux pédocriminels, mais aussi, surtout ce qui est grave, je tiens à rappeler quand même à cette procureure de la République, pour qui quand même moi j'ai un grand respect vis-à-vis de nos institutions judiciaires, que quand elle fait la chasse au footballeur Karim Benzema, dans l'affaire Balbenade, faut pas le lâcher, l'arabe, là. L'arabe, faut pas le lâcher. Et par contre, là, où il était question que j'étais victime d'un grave préjudice, et je remercie le procureur général de Versailles, parce que je suis intervenu auprès de lui. Il a compris que c'était extrêmement grave. Qu'est-ce qu'il a fait ? Eh ben, là, il est en train de faire en sorte que l'enquête ne soit pas classée. Il s'est rendu compte de manquements graves
au niveau du procureur de la République de Versailles, c'est-à-dire en dessous de lui, mais surtout au niveau du commissariat de Versailles. Vous savez ce qu'elle a répondu? Elle a répondu que quand elle a été interrogée, que c'était elle qui avait fait ce SMS, mais qui était sortie de ce contexte. Donc le truc, quand même, c'est que plusieurs parents vivent ce que je vis. Le truc, c'est que je trouve dégueulasse que la justice de mon pays ne soit pas au service de la justice. Je trouve dégueulasse que des magistrats puissent ne pas respecter leur code de déontologie. Je trouve dégueulasse que des contre-pouvoirs, comme le Conseil supérieur de la magistrature, le Conseil d'État, l'IGPN, qui est mouillé dans mon affaire, l'IGPN, eh ben, ils ont joué la carte du réseau. Et aujourd'hui, vous comprenez que demain, si ce réseau tombe, parce qu'on est de plus en plus à s'investir dans mon affaire, hein, on va faire tomber un pan entier au niveau du tribunal judiciaire de Paris, au niveau de certains commissariats, de gens qui sont dangereux, d'abord pour les autres magistrats, en termes de réputation, pour les autres policiers, et pour aussi les associations, parce que j'ai 3 associations dans mon affaire qu'on fait des faux. Alors, l'OSE, de Patricia Citruc, a violé sa mission de service public et a détourné donc de l'argent public. L'association Jean Coxtet et l'association Les Petits Ponts, qui vont être poursuivis pour complicité de corruption de mineurs, qui ont établi des faux, et mal leur en a pris. Et je dis à Patricia Citruc quand même que c'est dégueulasse ce qu'elle a fait. Dans le cadre d'une mission de service public, une délégation de service public, hein, je vais me battre pour que l'OSE n'ait plus un rond, parce qu'ils reçoivent beaucoup d'argent de la part de la mairie de Paris. Pour avoir fait ce qu'ils ont fait, c'est juste honteux et dégueulasse. D'avoir fait un rapport sans m'avoir vu avec les enfants. Mais je veux vous dire une chose, il est impératif que les Français comprennent qu'aujourd'hui la France, et que ce gouvernement, qui a fait un choix, manifestement, Madame Brigitte Macron, Monsieur Darmanin, Monsieur Macron lui-même, parce que moi, j'en ai rien à faire, moi, de l'échange que j'ai avec son Brice Blondel, chef de cabinet. C'est un homme charmant, il répond, il est au courant, par exemple, dernièrement, que j'ai pris rendez-vous pour porter plainte au commissariat du 17e. Un OPJ a refusé que ma plainte soit prise. Vous vous rendez compte? Ils se permettent tout et n'importe quoi. On est dans la violation des droits permanente. Tout ça se fait au détriment des Français. Alors, moi, je vais vous dire une chose. Je suis en train de travailler aussi sur un 3e dossier, et je dis à cette maman plaignante, qui est une femme extraordinaire, qu'on est en train de travailler sur son affaire. Voilà à quoi ressemblent des dessins d'enfants qui sont pris dans des réseaux pédocriminels. Ça se passe en France. Dans ce réseau pédocriminel, il y a plusieurs enfants qui sont pris. Alors là, on parle de... C'est pour ça que j'ai toujours parlé de réseau pédocriminel. Certains parlent de pédosatanistes. J'en ai pas... Moi, je parle de ce que j'ai comme preuve. Bon. C'est pour ça que j'invite Panakaka, parce que c'est le petit connard qui avait fait un papier dégueulasse contre moi pour essayer de m'accuser d'être un agent du Mossad, soi-disant. Je rappelle à ce petit connard et aussi un Conspiracy Watch d'éviter d'écrire des conneries sur moi, parce que ça vous dérange à ce point qu'on parle de pédocriminalité. Je rappelle que Panakaka travaille pour les services français, les services subversifs français, qu'il avait infiltré Égalité et Réconciliation, Ouma.com et certaines personnalités pour les casser dans leur démarche à essayer de faire émerger une unité nationale. Bon, donc Panakaka, c'est moi qui est en train de rédiger la plainte te concernant, et ils vont finir par te buter parce que tu leur sers plus à rien, d'accord? Alors, je vais montrer les dessins. Je les avais déjà montrés. Bon, voilà. Donc, vous avez un homme, compte tenu, effectivement, ça ressemble à un rituel. Imaginez que c'est des enfants qui font ces dessins-là. Là, c'est un enfant qui est pris dans un réseau pédocriminel français, qui est toujours actif, dans lequel il y a des gens haut placés, enfin des haut placés dans le degré de merde. Hein. Donc, vous avez là un type avec une sorte de WL, enfin, une sorte de symbole. On voit que c'est manifestement un homme avec un soleil. Et là, vous avez plein de petits enfants, sorte de temple. Donc après, ces petits-enfants, ils passent malheureusement, ils vont sévir contre eux. Donc après ce dessin, on a un enfant qui se fait arracher un œil manifestement pendant un des rituels. Donc ces enfants sont toujours prisonniers du réseau. Cette maman se bat comme une lionne, on est à ses côtés. Vous n'êtes pas toute seule, hein, sachez-le. Hein. Vous m'avez encore sollicité récemment pour me dire que ça avançait. Je peux vous dire publiquement que ça avance. Là, vous avez un autre rituel où on oblige les enfants, ça se passe en France, à violer un animal. Enfin, du moins, ça y ressemble. On voit de la zoophilie. Voilà, la paire de testicules. Et on a un animal. On voit où ça va.
Imaginez que ce sont des enfants en France qui font ça. Alors après, venez pas me reprocher. Ça, c'est des dessins que vous avez récupérés récemment. Ouais, Donc exactement. ça fait partie des affaires que vous suivez, Que je une suis en des train de affaires que vous traiter suivez. avec plusieurs États dans le monde, puisque manifestement, si cette maman se bat encore et qu'elle est dans des instances judiciaires, c'est qu'en France, on essaie de couvrir ce réseau pédocriminel. Alors là, c'est le pire. Là, vous avez énormément de détails sur ce dessin. Vous avez quelqu'un qui a le couteau, celui qui tient le couteau. Là, il y a une table, effectivement. Vous avez des enfants qui sont disséqués, viscérés. Il y a des viols. Donc, là, justement, quels sont les éléments que vous avez découverts dans vos récents dossiers que vous avez reçus d'autres parents, d'autres familles, et quelles sont pour vous les prochaines étapes judiciaires? alors là, les prochaines. Alors, dans mon affaire personnelle, il y a un jugement qui doit être rendu le 29 décembre. Ce jugement, je le rendrai public, parce que j'ai plus, comme dirait récemment l'avocat Jean Veil, j'ai plus confiance dans la justice. Alors moi, c'est pareil. Moi, sauf que j'ai vraiment des avocats exceptionnels, une avocate hors norme, que vraiment je chéris, je bénis tous les jours, qui encore m'a dit récemment, écoutez, monsieur Lattable, moi je suis avocate, comme tous les avocats, je fais du droit. Ayez confiance encore en la justice. Il y a des magistrats, la majorité que je rencontre sont des gens exceptionnels. Là, il est vrai qu'il y a des choses qui nous dépassent, mais la vérité sortira. Et les Français, c'est l'espoir. Et nos juridictions, elles ne vont pas être entachées par ces salopards. Moi, j'ai toute confiance dans le procureur de la République de Paris, Rémi Hertz, qui est au courant de toute l'affaire, qui a tous les éléments. J'ai toute confiance dans le procureur général de Versailles, qui, je sais, là, fait le travail. L'enquête, enfin, un juge d'instruction a été nommé dans mon affaire sur le plan pénal. Donc effectivement, là, il va, le pauvre, découvrir des manquements délirants de la part de magistrats. Moi, vous savez qu'il y a 2 juges, Madame Dugré, Elisabeth, qui aujourd'hui à la cour d'appel. Alors, Elisabeth Dugré, un petit coucou, parce que parfois on a envie que les séances soient filmées. Quand je lui ai dit qu'elle était incompétente territorialement, elle a pouffé de rire. Cette dame a pouffé de rire. Elle m'a regardé, elle était morte de rire. En audience, morte de rire. Et vous savez ce qu'elle m'a sorti? J'ai cru qu'elle s'étouffait. Pro. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, vous allez m'obliger à travailler. Elle m'a condamné aux dépens. Elle a pris un jugement sans tenir compte même de mes conclusions. Pareil pour Bordieu, qui est vice-présidente aujourd'hui JAF à Paris, qui a pris une ordonnance. Et après, l'avocate de Madame Céline Cadar-Beaufour, qui présente des attestations non signées, qui essaie d'avoir aucune valeur juridique et qu'elle introduit dans ses conclusions pour tromper la religion du juge, dit que je suis un pédophile, dit que j'ai donné les noms de mon ex-compagne, de son compagnon, qui a fait une attestation, ou ex, on ne sait pas. Le mec, je l'ai jamais vu, je ne le connais pas. Il fait une attestation sur l'honneur non signée contre moi. Moi, je vais demander à Microsoft, il bosse chez Microsoft. Est-ce que Microsoft sait que des employés chez eux font des attestations sur l'honneur sans les signer? Justement, c'est encore une énième anomalie dans la procédure. Mais on a encore aussi une de ses copines que j'ai vue 2 fois dans ma vie en 6 ans, qui travaille au journal Le Parisien, qui a fait une attestation sur l'honneur en donnant l'adresse du journal Le Parisien. Parce que vous pensez que le journal Le Parisien demande à ses employés de faire des attestations sur l'honneur en plus fausses, en donnant l'adresse de la société. Qu'est-ce que vous diriez aux parents de victimes aujourd'hui en France qui vivent la même situation? On est là, on se bat. C'est vrai que malheureusement, on n'a pas la chance d'avoir le gouvernement et le président. C'est aberrant. Vous vous rendez compte? On a aujourd'hui un pouvoir qui se bat, qui est en guerre contre les enfants. Un pouvoir qui est en guerre contre les parents plaignants. C'est du jamais vu. De toute façon, il est en guerre contre les Français. Il passe son temps à chercher à nous diviser et à nous détruire. Emmanuel Macron, tu ne nous diviseras pas. Que peuvent faire les parents de victimes, justement? Il leur reste quoi comme solution? Alors, là, ce qui reste comme solution, c'est qu'on va se coordonner prochainement. On va commencer parce que je me rends compte de plus en plus qu'il faut que la médiatisation de tout ça fasse jour. La plupart des parents que je rencontre quand on fait des manifestations, la plupart, c'est pour des placements abusifs. Moi, je travaille principalement sur les réseaux. Alors, je prends sur moi le fait de regarder certains dossiers, toute une équipe qui travaille là-dessus, mais vous comprenez que moi, j'ai besoin de dynamiter, de faire tomber les réseaux pédocriminels, parce qu'ils tiennent tout.
Là, je vous parle d'hommes politiques, je vous parle de financiers, je vous parle de gens qui étaient, pour certains, liés au milieu de l'événementiel. Donc, on va faire une manifestation prochainement. J'espère que, par exemple, que Bigard, qui dit qu'il veut vraiment qu'ils viennent, il a des milliers d'abonnés. On va prendre de nouveaux avocats. Mon affaire, vous le savez, je pense que vous êtes au courant parce qu'on avait parlé hors antenne. Il y a un réalisateur déjà, il y a 2 réalisateurs qui m'ont approché. Un pour traiter de la notion de la pédocriminalité au niveau national. Donc les grosses affaires sur lesquelles je travaille, les plateformes internationales, aujourd'hui ils viennent du monde entier pour choper des enfants français. Parce que les enfants français, c'est le goûter, c'est le 4 heures. On est tranquille. Mais ils pensent quoi, ce gouvernement? Que les Français vont se laisser faire? Que vous les paupérisez? Que vous les rendez en dessous de tout? Et maintenant, vous voulez vous taper leurs gosses pour alimenter vos réseaux pédos? Epstein passait 6 mois de l'année en France. Enfin, un peu moins de 6 mois. C'est pas anodin. Et d'ailleurs, Xavier Bertrand, en fait, qui est candidat à l'élection présidentielle, tu ne seras pas candidat à l'élection présidentielle, Xavier Bertrand, tant que tu ne te seras pas expliqué sur le fait que tu as nommé comme représentant des Hauts-de-France en Angleterre un type dont on retrouve 6 numéros de portable liés à Epstein. Et ce type-là, je lui invite à donner très rapidement tout ce qu'il sait à la cellule trafic humain du FBI parce qu'il va se faire buter. Il le risque grandement. Et c'est ce que j'ai dit déjà lors d'une manifestation. Tous les gens qui ont été liés aux affaires pédocriminelles, je vous invite très fortement, vous, parfois, parce qu'il existe aussi que certains sont pris à leur insu en photo, c'est des magistrats et des policiers haut placés qu'on drogue et qu'on tient, comme le cas de l'affaire Roche, par exemple, qui avait le travail remarquable d'Élise Lucet. Eh bien, dénoncer malgré tout et demander éventuellement à ce qu'il y ait une remise de peine vous concernant par rapport à cette dénonciation. Donc là où je voudrais conclure, c'est sur une note d'espoir, parce que c'est pour dire que ben voilà, il se passe tout ça en France, mais qu'on va gagner. On va gagner parce que ces gens-là ne sont pas à la lumière, ils essayent d'éteindre la voix de nos enfants, c'est-à-dire notre avenir. Et tout ce que vous êtes, quel que soit votre rang social, quelle que soit votre religion ou non-religion, nous devons tous unanimement refuser cette guerre civile que veut mettre en place Emmanuel Macron entre vous, Français, et nous, Français, mais parce qu'on serait de confession musulmane. Juste un détail. Récemment, je voyais cette hargne et cette rage qu'avaient Manuel Valls, Philippe Val, Richard Malka, à dire qu'il fallait montrer les dessins de Charlie Hebdo dans toutes les écoles de France. Moi, je ne savais même pas à quoi ressemblait ce dessin. Moi, je n'ai jamais condamné une caricature. Je vis en France, j'ai grandi en France. Mais je ne comprenais pas pourquoi sur les télés on ne montrait pas ce dessin. Regardez le dessin. Je voudrais que tout le monde voit le dessin. Voilà ce qu'aujourd'hui ce pouvoir dit qu'il faut montrer à nos enfants dans nos écoles. Moi, je ne vois pas l'aspect religieux. Je vois encore une fois l'obscénité. Je vois la crasse. Je vois la sexualité débridée. Vous dites aux musulmans, regardez, c'est ça votre prophète. Non, ce n'est pas mon prophète. Parce que je vous envoie une vidéo d'Idrissa Berkane sur l'inviolabilité de l'être des êtres saints. Moi, je chéris, effectivement, tous les prophètes, ainsi que Jésus-Christ, pour qui j'ai une grande dévotion, Sidna Moussa. Mais si c'était, par exemple, le Christ avec une couronne d'épines, Jésus, mon étoile aînée, et une étoile, et une croix, ou une kippa, Moïse, une étoile aînée, et là, une étoile de David, je trouverai tout autant le dessin obscène. Vous ne m'entraînerez pas sur cette guerre de religion que vous voulez créer de toutes pièces et vos lois sur le séparatisme. Les Français de France, les musulmans aussi, se battront pour sauver tous les enfants. Je dis aux Français que je les aime. Il y a pas longtemps, on m'a dit, mais tu as dit un jour que la France était raciste. Non, les institutions françaises, telles que j'ai définies depuis tout à l'heure, c'est eux les racistes. Ce sont ces magistrats corrompus qui sont racistes, une minorité de la majorité des magistrats, une minorité de policiers et autres. Et je vais vous dire une note d'espoir, et pour vous dire combien j'aime la France. Mes grands-oncles ont combattu en 39-45 à l'uniforme français. Il n'y en a que 2 qui sont revenus. D'accord ? Ils ont combattu le nazisme, et fièrement. Vous savez que pour me faire passer pour dangereux, Céline Kadar-Beaufour a détourné les écrits d'un ami juif décédé, qui s'appelle le professeur Raphaël Drey. Et jamais en France, j'aurais cru que depuis la fin de la Shoah,
on puisse détourner les écrits d'un juif mort. Vous savez, même Alain Soral et Dieudonné, qu'on incrimine du matin au soir, jamais ce serait permis ça. Et la commission déontologique des avocats ainsi que M. Sicard, qui était bâtonnier de Paris, l'a permis. Donc aujourd'hui, officiellement en France, il est possible d'incriminer un Français musulman sur les écrits d'un juif mort. Donc il n'y a pas plus, comment dire, serpillière, excusez-moi du terme, que le cadavre d'un juif mort en France. Et pour ce fait, je dis que oui, là en l'occurrence, il y a des gens dans nos institutions qui sont des racistes, des antisémites, des anti-musulmans, et même, je vais vous dire mieux que ça, des anti-français, parce qu'ils n'aiment pas la France. Le plus grand nombre d'actes commis chaque année en France sont des actes antichrétiens, 1050 par an. C'est horrible. Nous sommes le pays au monde et en Europe où il y a le plus grand nombre d'actes antichrétiens. Je tiens à dire une chose, je terminerai là-dessus. Ma note d'espoir, elle est où? Mon père m'a fait un cadeau. Il est très malade, le pauvre, et je le salue très fort. Papa, chéri, je t'aime. Ça fait 4 ans qu'il n'a pas vu ses petits-enfants. Sache que Naël et Léonore t'aiment très fort, mon papa. Parce que la dernière fois, je les ai entendus au téléphone. Ils m'ont dit combien ils me chérissaient, ils m'aimaient. Il m'a offert ce cadeau incroyable. Ce livre, mon père l'a ramené quand il est venu en France en 1972. Vous savez ce que c'est? Eh bien, c'est Les Misérables de Victor Hugo, en arabe. Eh bien, je vous dis où elle est la richesse de la France, pourquoi la France est le plus beau pays du monde. Eh bien, en une génération, la France m'a produite. Moi, patriote français, souverainiste, amoureux de la France. Et regardez ici. Mon père est venu, il parlait l'arabe avec un livre écrit en arabe, il parlait bien sûr français. Son fils, Morad El Attab, est écrivain en France, lauréat de prix littéraire, même si une ordure de magistrat a essayé de me faire passer pour taré avec des tests psychiatriques bidons. Il faut savoir que le Conseil national de l'ordre des médecins, j'y tiens, qui s'attaque à Péronne, qui s'attaque à Raoult, eh bien, Péronne et Raoult, ils sont là dans nos cœurs, parce que bande de salopards, le Conseil national de l'ordre des médecins a détruit un rapport d'un conseiller ordinal dans mon affaire qui prouvait le lien entre Michel Dubec, apologiste du viol, et Géraldine Charles, magistrate. On parle de crime, on parle de corruption de mineurs. Alors le Conseil national des médecins, cachez-vous et regardez la beauté de la France quand vous en prenez un homme comme moi, qui aime mon pays, qui est assimilé à ce pays, qui défendra à cœur et âme ce pays. Nous nous battrons jusqu'au bout pour sauver tous les enfants de France. Nous n'avons pas peur de vous. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul. Le monde entier sait ce qui se passe dans notre pays, mais aujourd'hui, les Français savent ce qui se passe dans notre pays. Donc, je tiens à dire aussi à certains organismes et certains groupes qui se constituent autour de moi, par exemple comme Table 700, qui m'ont permis récemment de découvrir un infiltré chez les Gilets jaunes. Bravo Gérard. Merci à Jaziri, que certains accusent de tous les maux et d'être un antisioniste. Il fait un super boulot aujourd'hui et il m'a permis de découvrir le nom du procureur qui protégeait un réseau pédocriminel sur Toulouse où l'enfant d'une maman juive de 12 ans était sodomisé et violé. Et aujourd'hui, la pauvre, elle a dû se sauver aux États-Unis. Je remercie aussi tous ces anonymes. Je remercie toutes ces mamans plaignantes qui, avec un courage incroyable, sont massacrées par des juges, femmes majoritairement, dans nos tribunaux. Et puis je remercie aussi, fait inédit, des personnalités, comme récemment encore Joël Mergui. Ça peut paraître complètement anodin. Et Joël, je l'ai eu dans mes bras, il a pleuré quand il a découvert ce que Céline Kadar-Beaufour avait fait à la mémoire de Raphaël Draille, cet antisémite notoire. Je remercie vraiment énormément de monde. Par contre, Emmanuel Macron, je suis vraiment désolé de te le dire, toi je ne te remercie pas. Je suis vraiment triste de découvrir que tu n'aimes pas nos enfants, que tu n'aimes pas les parents plaignants, que tu n'aimes pas les Français. Sache une chose, c'est que les Français s'en rappelleront. Moi, je vous aime. Et j'aime tous les enfants de France. Morad El Attab, merci beaucoup pour ce témoignage. Nous essaierons de vous retrouver très rapidement, de continuer de documenter votre affaire et de publier tous les liens que l'on peut pour documenter les éléments que vous avez énoncés. Justement, vous retrouverez la plupart de ces sources en lien dans la description. Nous invitons nos auditeurs, merci en tout cas pour votre présence aujourd'hui et votre participation dans les commentaires. Vous étiez très très nombreux. Nous vous invitons à retrouver le gros dossier que Nexus a publié sur les réseaux pédocriminels dans le numéro 91 surtout, qui est ici. Vous trouverez le lien dans la description.
Dénoncer l'impensable avec des interviews exclusives dont Jean-Pierre Mocky, Chantal Joanneau et les placements abusifs de l'ASE, le scandale des placements abusifs dans le numéro 94. Voilà, nous vous remercions grandement pour votre participation et votre présence et nous vous disons à très bientôt. Bonne fête de fin d'année. Bonne fête de fin d'année à tous. Au revoir.